après 2 ans où j'ai pas pu venir de l'autre côté de la Méditerranée. C'est vraiment un grand plaisir de vous retrouver. Je voulais également remercier le docteur Manas pour son aimable et très conviviale invitation à vous retrouver aujourd'hui, et le féliciter également pour l'organisation de ce congrès qui est parfaite. En tout cas, s'il y a des problèmes, ça ne se voit pas du tout. Donc, on m'a demandé d'aborder le sujet de la hanche et du hiatus sacro-coccygien en termes d'infiltration, et je vais être accompagné pendant cette présentation par 2 peintres qui ont séjourné donc en Afrique du Nord, au Maroc, en Tunisie, Louis-René Moilier et puis Paul Clé, et j'ai pris quelques-uns de leurs tableaux pour illustrer mon propos. Alors, en termes d'introduction, tout d'abord, je vais reprendre quelques données générales qui ont été présentées à la Société française de rhumatologie par le professeur Yves Mogard au nom de la CIRIS, de la section rhumatologie interventionnelle de la SFR, dont je fais partie, et qui vont être publiées cette année sous forme d'un livre blanc et qui s'attache à décrire un petit peu nos pratiques en termes de rhumatologie interventionnelle et d'infiltration. Alors on a des produits cortisonés qui sont devenus rares, et malheureusement parce qu'ils ne sont pas chers, très probablement. Ceci explique en partie cela. Il y en a beaucoup qui ont disparu de la circulation. Vous voyez, il nous reste encore quelques corticoïdes qui sont disponibles. Je ne vais pas tous les énumérer, le célestène, le diprostène, le kenacort, l'hexatrione, la dexaméthasone, l'hydrocortencil, qui est le seul corticoïde que l'on puisse utiliser en injection péridurale ou épidurale, qui est utilisable en cas de brèche. Et puis enfin le dépomèdrol. Donc il nous en reste encore quelques-uns qu'on peut faire soit en intra-articulaire, soit en péri-articulaire, soit pour l'hydrocortencil en épidural. On a, parallèlement à tout cela, des produits qui sont beaucoup moins rares, mais qui sont malheureusement beaucoup plus chers. Je parle des acides hyaluroniques. Alors vous les voyez ici, la liste s'allonge pratiquement tous les mois. J'ai pris celle-là il y a 2 mois, donc elle est probablement déjà plus à jour. Mais vous voyez qu'on a énormément de molécules à notre disposition. Et on a également des acides hyaluroniques qui sont injectables en mono-injection et qui contiennent des antioxydants qui augmentent la durée de vie intra-articulaire de l'acide hyaluronique. Le dernier arrivé étant le Synolis, qui est un produit suisse que j'ai rajouté à la diapositive. Donc on a des choses à notre disposition, soit en termes de corticoïdes, soit en termes d'acide hyaluronique. Alors je vais commencer par quelques diapositives sur une enquête qui a été réalisée donc, par la CIRIS, auprès de confrères rhumatologues. Il y a eu 1200 envois et on a eu à peu près 250 réponses. Vous voyez la répartition des rhumatologues qui représente une population vieillissante, puisque la moitié des répondeurs avaient plus de 55 ans. Et puis la répartition était à peu près équitable entre les libéraux et les hospitaliers ou ceux qui ont une activité mixte. Et vous voyez que la plupart, 57%, faisaient des gestes éco-guidés ou éco-assistés, on y reviendra, et 35% avec radiographie, le reste faisait avec des gestes repérés cliniquement. Environ 300 patients sont vus en rhumatologie interventionnelle chaque mois, avec des actes, vous voyez, 90, avec des extrêmes qui vont de 0 à 400. Et la plupart du temps, vous le voyez sur le tableau qui est dessous, la plupart du temps, les gestes sont effectués sans guidage pour 70% des gestes effectués. Il y en a 10% qui sont faits sous scopie et il y en a 20% qui sont faits sous échographie, sous scanner. C'est anecdotique puisqu'il y a quelques rhumatologues qui ont accès à un scanner, mais c'est vraiment pas la population générale. Donc la plupart du temps, c'est sous repère clinique ou échographique ou radiographique. En termes de produits injectés, vous le voyez, sans grande surprise, ce sont les corticoïdes qui sont injectés 2 fois sur 3. L'acide hyaluronique représente un tiers des injections. Et vous voyez que là encore, le PRP, les synoviortèses isotopiques ou encore les blocs anesthésiques, notamment dans les syndromes douloureux originels complexes de type 1, sont vraiment très très peu représentés. Et le gros de la troupe est vraiment représenté par les corticoïdes et les acides hyaluroniques. Les corticoïdes utilisés, sans grande surprise, il y a toujours le quartet de tête, qui est représenté par l'hexacétonide de triamcinolone dans 15%. Le kenacort, on a eu des ruptures de fabrication de l'hexatrione. On s'est rabattu sur le kenacort. On a la chance d'avoir les deux. On a le luxe d'avoir les deux. Le diprostène représente l'immense majorité des corticoïdes utilisés. Et puis l'hydrocortencil pour tout ce qui a rapport avec le rachis. Alors ça, c'est une diapositive intéressante parce qu'elle représente un petit peu ce que souhaitent les rhumatologues. Ils souhaitent
vous voyez dans la moitié d'entre eux des produits prêts à l'emploi, donc sans manipulation, qui minimisent les risques de faute septique. Ils veulent bien sûr sécuriser la disponibilité. Beaucoup d'entre eux, 20%, aimeraient un retour de l'Altime. L'Altime a été abandonnée il y a quelques années essentiellement pour des problèmes financiers, non pas pour des problèmes de contamination de la chaîne de fabrication. Et puis vraiment des produits qui sont solubles pour nous aider en termes d'injection, notamment au niveau rachidienne. Et tous les rhumatologues insistent bien sûr sur les caractères essentiels de la rhumatologie interventionnelle, l'efficacité remarquable de nos infiltrations et en général l'excellente tolérance chez les patients. En termes d'efficacité, je vais opposer les gestes faits sous repère clinique versus ceux qui sont faits sous éco-guidage, avec une augmentation, une légère supériorité des gestes éco-guidés, mais j'en reparlerai tout à l'heure, pas forcément dans toutes les indications ou dans toutes les articulations. Il y a des sites où les injections faites avec des repères cliniques sont aussi efficaces que les infiltrations faites de façon éco-assistée. Et je ne veux surtout pas dire dans ce topo que l'échographie est une technique opposable et on continue, et je continue moi-même, à faire des gestes guidés simplement avec des repères cliniques, l'échographie étant simplement là pour me faciliter les choses et non pas pour me compliquer la vie. En termes de risque infectieux, il y avait une enquête qui a été faite en retrouvant une infection sur 38 000 gestes effectués en rhumatologie interventionnelle, donc surtout sur le plan ostéo-articulaire. Donc c'était une enquête de la CIRIS qui a été publiée dans JBS il y a 2 ans, comparée, vous voyez, aux complications infectieuses, là encore, lors des interventions à visée ostéo-articulaire, sur l'arthroscopie, la chirurgie du rachis, de la hanche, de l'épaule ou du genou. Et vous voyez qu'on est très loin des complications ou du pourcentage d'implication, de complications qu'on a, nous, en rhumatologie, versus ces interventions qui sont beaucoup plus agressives. Donc finalement, les complications infectieuses après échographie interventionnelle non ostéo-articulaire, j'entends, là c'est une infection pour 1000 gestes, donc c'est beaucoup plus important que ce qu'on peut nous avoir en ostéo-articulaire. Et donc ça nous conforte dans l'idée qu'en prenant quelques précautions, et j'en reparlerai, et finalement on a des techniques qui sont assez safe pour nos patients. Donc il y a plusieurs niveaux dans ce qu'on fait. Il y a un premier niveau qui représente l'immense majorité des cas, qui est un niveau qu'on a qualifié de 1, qui est assez simple, par rapport au niveau 2, qui est un peu plus complexe. Et je vais y revenir sur cette diapositive. Vous voyez que la plupart de nos gestes reviennent à réaliser une asepsie et des conditions d'intervention de niveau 1, puisque on y retrouve pratiquement tout ce qu'on fait. Et l'asepsie du médecin, vous voyez qu'il y a un port de gants non stériles. C'est plus pour se protéger nous que pour protéger le patient. Et donc finalement, les niveaux 2 qui sont beaucoup plus complexes sont finalement beaucoup plus rares, puisque ce sont les ponctions infiltration de calcification, les cimentoplasties, les kyphoplasties qu'on ne fait pas vraiment nous, les aponevrotomies à l'aiguille, la section du rétinaculum du poignet, donc la chirurgie éco-assistée du canal carpien, les biopsies osseuses, synoviales ou musculaires qui représentent quand même pas la majorité des actes qu'on est amené à effectuer. Autre point important qui a été souligné par ce livre blanc qui va être publié, c'est l'information du patient. Alors il y a des checklists, on les utilise ou on ne les utilise pas, ce n'est pas très important, mais vraiment il faut penser à tout ça. Alors je ne vais pas le détailler, mais on insiste beaucoup sur la traçabilité dans les dossiers du patient, sur ce qui a été fait et sur ce qui n'a pas été fait. Et nous, bien sûr, les avocats et tous les gens du service juridique insistent sur le fait que l'information a été donnée et ceci doit être tracé dans le dossier du patient. On doit, si possible, laisser au patient le temps de réflexion. Alors quand il vient en consultation, qu'il a fait 200 km et qu'on lui dit « je vais vous infiltrer », il ne va pas réfléchir, revenir une deuxième fois. On le fait dans la foulée. Mais normalement, il faudrait un temps de réflexion au patient pour qu'éventuellement il puisse se rétracter. Mais ça, on ne le fait jamais. Donc il faut que ceci soit dans le dossier du patient, ou du moins que vous puissiez prouver que vous avez donné l'information au patient. En termes d'évaluation médico-économique, en général, la rhumatologie interventionnelle est supérieure à la kiné dans les pathologies de l'épaule, avec un coût qui est nettement supérieur. Elle est supérieure, la rhumatologie interventionnelle, aux attelles dans le canal carpien. Elle est supérieure à la chirurgie dans le 2-Quervain. Mais ce n'est pas toujours le cas. Je vous montrerai tout à l'heure un travail au niveau des infiltrations des tendinopathies du moyen fessier, où finalement, éco-guidé versus repère clinique, eh bien c'est kiff-kiff, ça se vaut.
Autre point important, vous trouverez beaucoup de réponses à ces questions dans une monographie de la Revue du rhumatisme qui remonte à 2020 que j'avais coordonnée. Et il y a un excellent papier de Benjamin Hugues et de Bruno Fautrel qui faisait le point en 2020, mais les choses n'ont pas beaucoup changé, sur les conduites à tenir concernant l'arrêt des antiagrégants, des anticoagulants, et qu'ils soient donnés par voie orale ou par voie parentérale. Et finalement, je ne vais pas le détailler parce que ça va nous prendre trop de temps, mais vous voyez qu'en fonction du risque hémorragique de votre geste, mineur, modéré ou majeur. En termes de risque majeur, ce sont les épidurales cervicales. En termes de risque modéré qui nous concernent habituellement, ce sont surtout les infiltrations de la coxo-fémorale et les épidurales lombaires, tout le reste étant dans des risques mineurs. Vous voyez les conduites à tenir en fonction des différents anticoagulants ou antiagrégants plaquettaires. Vous pouvez retrouver ce tableau dans l'article qui est dans la Revue du rhumatisme, la monographie de 2020. Je pense qu'elle est en accès libre et vous pouvez la télécharger et puis l'intégrer dans vos pratiques quotidiennes. Mais ce sont des choses que vous connaissez déjà très bien. L'important, c'est peut-être ça, c'est l'arrêt des nouveaux anticoagulants qu'on donne par voie orale. Vous voyez qu'il faut arrêter 3 à 4 jours avant le geste et reprendre le lendemain simplement à distance du geste. Et là encore, il y a des questions à vous poser. Quand un patient est sous anticoagulant ou antiagrégant plaquettaire, eh bien, vous voyez la checklist qu'il faut vous poser. Et là encore, à mon avis, il est important que figure dans le dossier du patient le fait que vous ayez réfléchi à la situation qu'il a sur le plan de la coagulation et finalement du risque que vous lui faites prendre en fonction du geste que vous avez programmé et du traitement antiagrégant ou anticoagulant qu'il prend. Alors maintenant, venons-en au geste lui-même. L'information du patient, j'en ai parlé, est quelque chose qui est très important. Il doit figurer dans le dossier. Vous devez le prévenir des conséquences, du déséquilibre du diabète, d'une poussée hypertensive, d'une décompensation d'une psychose, etc. On peut utiliser des anesthésiques ou pas. Il ne faut pas dépasser 20 mg de lidocaïne à 1%. Parce qu'ensuite, on peut avoir des passages systémiques de lidocaïne avec un dosage de lidocaïnémie qui est positif et qui peut entraîner des effets secondaires à type de crise convulsive. Donc il faut faire attention à ça. 20 ml à 1% maximum. Les aiguilles doivent être adaptées, j'enfonce des portes ouvertes, à la cible et à la voie d'abord que vous utilisez. Donc finalement, on me dit toujours, oui, mais quelle voie d'abord vous utilisez, quelles aiguilles vous utilisez dans telle ou telle indication. Je réponds systématiquement, ça dépend de l'installation du patient et ça dépend du morphotype du patient. Vous n'utiliserez pas du tout les mêmes aiguilles devant quelqu'un qui fait 120 kg ou quelqu'un qui fait 50 kg. Il faut toujours débuter le geste que vous allez faire par une échographie de repérage simple. On ne connaît pas forcément toujours les patients, donc quand on ne les connaît pas, eh bien, il faut faire leur connaissance, du moins échographiquement parlant. Et puis, il faut installer les patients. C'est toujours un compromis entre votre confort à vous et le confort du patient. Vous devez pouvoir avoir accès facilement à la cible que vous allez infiltrer. Et puis, il faut, là encore, adapter à chaque patient. Donc, éco-guidage, éco-repérage, je préfère parler, moi, de gestes éco-assistés plutôt que de gestes éco-guidés ou éco-repérés. Et puis, il faut bien connaître les bases techniques et les précautions à prendre. La plupart du temps, ce sont des infiltrations qui touchent le membre inférieur. Et vous voyez que la hanche est une des infiltrations éco-guidées, j'entends, qui est la plus importante. Vous allez me dire, oui, la hanche, c'est 36%, le genou, seulement 10%. Mais la plupart du temps, l'infiltration du genou, on ne la fait pas sous échographie, on la fait sous simple repère clinique. Donc, c'est important parce que dans les infiltrations qu'on fait cliniquement, c'est vrai que ça marche pas trop mal, mais on arrose la cible et finalement on n'est pas toujours très anatomiquement très localisé. Donc c'est quand même intellectuellement plus satisfaisant. Et puis quand on a des ponctions à faire d'abcès par exemple qui sont minimes, je trouve que l'éco-guidage nous permet vraiment d'arriver dans la zone cible et de faire des prélèvements qui sont vraiment très informatifs. Attention aux tendons, bien sûr, il faut éviter d'injecter dedans, mais de toute façon, vous le savez, puisque vous injectez jamais sous pression, il faut toujours injecter de façon fluide et facile, toujours après un examen morphologique complet, si possible avec avoir à disposition les radiographies du patient et puis lui laisser un temps de réflexion. Donc ça, c'est important. L'installation du patient, là encore, c'est en fonction de vos habitudes, de vos techniques d'infiltration, et puis du confort du patient et de la cible que vous allez injecter. Donc, on verra des positions en décubitus latéral, d'autres en décubitus dorsal pour la hanche, d'autres en décubitus ventral pour le hiatus sacro-coccygien. Donc, à chaque fois, ça change, et il n'y a vraiment pas d'installation type. Et c'est pareil. Donc, vous pouvez vous faire aider.
ou vous pouvez faire tout seul, et je vous montrerai qu'il y a des tas d'infiltrations, notamment au niveau de la hanche, que vous pouvez faire seul, sans protection particulière de la sonde, parce que vous allez piquer assez loin de la sonde, et donc vous allez vous mettre à l'abri des éventuelles contaminations septiques lors de votre geste. La progression de l'aiguille en temps réel, oui, mais ce n'est pas obligatoire, hein. On peut très bien faire de l'écho-repérage et piquer. Je vais vous montrer après. Il faut faire ça au calme, il faut surveiller le patient, une éventuelle réaction. La taille des aiguilles est adaptée à la cible. Et puis, comme me disait ma grand-mère, rentre vite mon petit, mais roule doucement. Ça veut dire qu'il faut faire vite, mais tout en allant doucement. Vous l'avez bien compris. Les complications, elles sont exceptionnelles. Je vous l'ai montré, 1 sur 38 000. Là, on craint toujours le sepsis, mais ça, on fait très attention. Il peut y avoir des hématomes. Attention au reflux sous-cutané. Et quand j'injecte une articulation, notamment superficielle, et en particulier chez une jeune femme sur une zone exposée, je laisse toujours l'aiguille dans l'articulation une fois l'injection faite. Je déconnecte de ma seringue. J'attends que la surpression éventuelle ait fini de couler par l'aiguille. Et à ce moment-là, une fois que ça ne coule plus, j'enlève l'aiguille en massant bien le point de ponction de façon à colmater la brèche et qu'il n'y ait pas trop de reflux sous-cutané. Attention aux dépigmentations, il faut les prévenir, et puis tous les effets secondaires des infiltrations. Alors venons-en à ce qui nous intéresse plus particulièrement, la hanche tout d'abord. Alors, vous voyez ce qu'on faisait en 2003, j'ai pris ces photos dans le livre de Dominique Baron, c'est moi qui ai mis le petit triangle ici. Il y a 10 ans, il y a 20 ans, on prenait beaucoup moins de précautions vis-à-vis des patients quand on prenait des photos de gestes interventionnels. Mais vous voyez que la hanche, moi j'ai appris comme ça, tu repères le grand trochanter, tu repères les vaisseaux fémoraux, de travers de doigts en dehors, et tu piques à l'intersection de cette ligne, passant par le grand trochanter et de travers de doigts en dehors des vaisseaux fémoraux. Il y a un autre repère qui est celui de l'épiniliaque antéro-supérieur ici, vous le voyez, et puis on descend un tout petit peu, on pique 1 centimètre en bas et en dedans, et on pique à ce moment-là sous repère clinique, donc ça marchait bien, mais voilà, on peut faire probablement un peu mieux. Et puis les infiltrations de la face latérale de la hanche, effectivement, on piquait loco dolenti, mais je vous montrerai tout à l'heure que finalement, dans cette indication-là, des infiltrations de la face latérale de la hanche, il n'y a pas forcément beaucoup d'intérêt à utiliser l'échographie par rapport à l'infiltration sous repère clinique. Donc l'écho-repérage, vous connaissez bien ça, vous pouvez balayer avec votre sonde la cible dans un sens, puis vous vous arrêtez là où vous êtes pile poil au-dessus de la cible, vous tournez votre sonde de 90 degrés, vous refaites un balayage, cette fois-ci dans l'autre sens, et vous marquez la zone où votre cible est bien visible perpendiculairement. Le troisième élément informatif, il est donné par votre échographe, qui est ici, qui vous donne la profondeur, donc sur la partie gauche de l'appareil, et vous savez que vous devez piquer à 5 mm, 1 cm, 5 cm, parfois plus pour les gens qui sont très épais au niveau de la hanche. Donc l'éco-guidage, c'est ça, vous voyez, vous piquez dans le plan du faisceau ultrasonore, donc vous voyez parfaitement votre aiguille. Ça, je dirais que c'est intéressant surtout pour les ponctions. Quand on n'a pas beaucoup de liquide synovial ou quand on veut ponctionner une collection qui n'est pas forcément grosse, c'est vrai que l'éco-guidage avec la visibilité de l'aiguille tout le long de la procédure est quelque chose de très, très, très performant dans ce cas-là. Mais vous pouvez aussi piquer hors plan, c'est-à-dire perpendiculairement au faisceau ultrasonore, et à ce moment-là, vous guettez le spot de l'aiguille qui va traverser votre faisceau ultrasonore, et surtout, on va en voir pour la hanche, vous vous arrêtez dès que vous voyez votre spot, parce que si vous continuez, vous faites une tranche d'aiguille, vous coupez, et puis finalement votre aiguille avance, et vous tombez dans les vaisseaux fémoraux. Donc il faut faire attention. Un autre point important, quand vous faites vos gestes, prenez de la distance par rapport à la sonde. Plus vous piquez loin, plus votre aiguille va être tangentielle, horizontale, et plus elle va être bien visible. Voilà, ici je suis très tangentiel, là je suis incliné à 45 degrés, là je suis incliné un peu plus. Et vous voyez que pour une réflexion, une anisotropie au niveau de l'aiguille, on voit mal quand on est très incliné l'aiguille, et donc on la devine plus qu'on ne la voit. Donc prenez de la distance par rapport au point de ponction, par rapport à votre sonde, de façon à être le plus horizontal possible. Alors voilà quelques exemples. Normalement, Inch'Allah, ça devrait marcher. Au niveau de la hanche, voilà, vous faites des petits mouvements. Alors c'est vrai que l'aiguille, on ne la voit pas très bien. C'est un peu frustrant de se dire où est-ce que je suis. Mais à part des petits mouvements de va-et-vient comme ça, qui sont absolument indolores pour le patient, vous savez que vous êtes exactement là et vous voyez la position de votre aiguille. Si vous êtes un peu plus horizontal, vous voyez mieux.
Vous voyez progresser votre aiguille jusqu'à votre cible qui est ici. Et là, finalement, c'est un peu plus confortable. Et ça l'est encore plus quand vous avez un énorme épanchement et que vous allez ponctionner cet épanchement-là. Prenez de la distance. Là, je pique assez loin de ma sonde et je vois arriver mon aiguille et je peux me mettre exactement dans la partie liquidienne de mon épanchement, de mon kyste, de ma bursite par exemple, ce qui vous permet d'éviter d'aspirer dans des franges synoviales et de dire finalement j'avais un épanchement mais j'ai ponctionné, j'ai rien. Parce que quand vous aspirez, hop, vous aspirez très vite les petites franges synoviales qui flottent dans le liquide synovial et finalement ça obstrue votre aiguille et vous n'avez pas de liquide synovial. La taille des aiguilles, c'est vraiment pas un problème. Vous voyez une grosse aiguille de 18G, une petite aiguille de 24G, vous la voyez aussi bien, à condition d'être le plus horizontal possible, d'être le plus parallèle possible au bord de votre sonde. Et vous voyez qu'en coupe axiale, le spot, le type de votre aiguille, le bout de l'aiguille, se voit aussi bien avec des grosses aiguilles de 18G ou des petites aiguilles de 24G. Donc finalement, toujours prendre des grosses aiguilles, ça fait mal aux patients, et finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Et moi, maintenant, j'infiltre quasiment plus avec des intramusculaires classiques. J'utilise des petites aiguilles noires qui, allez, on va dire dans 90% des cas, fonctionnent parfaitement. C'est plus petit en diamètre et ça fait beaucoup moins mal aux gens. Et puis, le coup du trombone, je vous en avais déjà parlé, vous faites passer un petit artefact métallique sous votre sonde en passant au-dessus de votre cible. Et l'artefact de queue de comète que vous connaissez bien en échographie, vous dit tac, là je m'arrête, je suis juste au-dessus de ma cible, je marque sur la peau et puis je ponctionne à telle profondeur de façon à être pile au-dessus de ma cible. Et vraiment, c'est une aide qui est très intéressante. Et puis, il n'y a pas que ça. On peut s'aider avec le Doppler. Ici, par exemple, pour être certain d'être bien placé, eh bien, on peut ouvrir le Doppler puissance, pousser un tout petit peu la seringue, et les corticoïdes sont des cristaux qui sont qui réfléchissent beaucoup les ultrasons, et on voit goûter le corticoïde, on sait où on est exactement. On peut s'aider de bulles d'air. À la fin du geste infiltratif, vous gardez dans votre seringue de diprostène ou autre, peu importe, une petite bulle d'air et vous finissez, ça moule l'articulation, vous êtes certain d'être dedans. Vous pouvez injecter de la lidocaïne, vous pouvez vous servir de l'artefact métallique, bien sûr du bout de l'aiguille, et puis je vous l'ai montré, la déformation des parties molles. Alors au niveau de la hanche, il y a du monde. Il y a du monde et il y a plusieurs façons d'infiltrer la hanche. Il y a 4 phases globalement. Et je ne vais pas autant les détailler les unes que les autres parce qu'il y en a qui sont très simples. Mais globalement, il faut bien retenir que c'est une articulation qui est profonde, qui est souvent entre 5 et 8 cm sous la peau. Et vous avez des muscles. Le sartorius barre la cuisse, c'est le plus superficiel. Et puis vous avez le droit fémoral et le psoas qui descend, le psoas iliaque, et qui vont représenter des éléments de repérage qui sont très importants. À l'intérieur, vous avez les adducteurs avec le muscle pectiné, mais vous allez voir que c'est assez simple finalement de s'y retrouver. Voilà, ça c'est la coupe axiale que vous connaissez bien, antérieure du col fémoral. Donc je vous rappelle que le col il est légèrement oblique. Vous remontez la cuisse en suivant la corticale du fémur et hop, vous prenez le virage pour suivre le col fémoral qui est ici avec votre sonde un tout petit peu oblique. Et voilà l'image que vous avez avec le psoas qui descend et qui va s'attacher un peu plus bas. Vous voyez mieux l'insertion du psoas en mettant un peu de rotation externe au niveau de la hanche. Et puis, le droit fémoral qui est ici. Vous n'avez jamais le psoas et le droit fémoral dans le même plan parce qu'ils sont obliques l'un par rapport à l'autre. Et puis, vous avez le triangle du sartorius qui est le plus superficiel et qui barre la cuisse. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Et puis, ici, dans les septums, vous avez des vaisseaux. Donc, c'est facile à voir. En général, c'est rarement quelque chose qui vous gêne pour ponctionner. Et vous allez prendre de la distance par rapport à la sonde et arriver avec votre aiguille, soit en la regardant, donc en faisant un écho-guidage, soit en la repérant. Je vais vous montrer ça sur un petit clip vidéo. Voilà ce que ça donne donc en échographie. En IRM, eh ben, on est ici exactement. On a la tête fémorale, le col, la capsule, on a le psoas, on a un petit bout de sartorius et le droit fémoral qui est ici. Et voilà la position de la sonde qui n'est pas dans l'axe de la cuisse, mais qui est dans l'axe du col du fémur qui est ici légèrement oblique. En coupe axiale, c'est une autre façon de faire. Vous avez toujours, quand vous posez votre sonde sur une articulation, vous avez toujours 4 façons de faire. Soit vous mettez en coupe longitudinale, vous piquez dans le plan du faisceau ultrasonore, donc vous suivez votre aiguille, ou vous pouvez piquer hors plan, et vous voyez à ce moment-là le spot de votre aiguille. Deuxième façon de faire, vous mettez votre sonde en coupe axiale de votre articulation, et là aussi vous pouvez piquer dans le plan de la sonde, donc en axial ou perpendiculairement au plan de la sonde. Voilà en axial ce que ça donne. Le droit fémoral est à l'extérieur, il est plus latéral. Le psoas ici, vous avez
le pectiné qui est ici, et puis les vaisseaux qui sont beaucoup plus internes que ça. Donc ça veut dire que la plupart du temps, n'ayez pas peur des vaisseaux fémoraux ou du nerf fémoral. Vous n'allez jamais les toucher avec les voies d'abord que vous allez utiliser. Quand on se décale un tout petit peu en haut et un tout petit peu en dehors, on a quitté la tête fémorale, on a quitté le labrum, et on arrive sur l'épiniliaque antéro-inférieur, sur lequel vient s'insérer le tendon direct du droit fémoral. Donc ça peut être une zone qu'on est amené à infiltrer dans les tendinopathies du droit fémoral chez des gens qui ont une corticale irrégulière, des petites calcifications au niveau de l'anthèse, une anthèse qui est hypoécogène et qui est hypervascularisée. Donc ça peut arriver. Et c'est assez facile d'accès puisqu'il faut changer la voie d'abord. Ce n'est plus la coxo-fémorale que vous visez, mais vous êtes encore plus superficiel, donc c'est encore plus facile puisque votre aiguille ne va pas arriver au niveau du col, mais va arriver tangentiellement et va venir buter sur l'épiniliaque antéro-inférieur. Et puis plus haut, c'est plus rare. L'épiniliaque antéro-supérieur, vous vous déplacez encore en haut et encore en dehors, et vous tombez sur cet épiniliaque antéro-sup, sur lequel s'insère de façon antérieure le sartorius et de façon plus latérale le tenseur du fascia lata. Voilà un petit peu les repères anatomiques qui sont importants qu'il faut que vous connaissiez. Donc c'est là où j'espère que ça va fonctionner. Inch'Allah. Oui. Ah, ça devrait marcher peut-être. Donc voilà. Alors je vais aller vite parce que la vidéo, elle fait un peu de temps. Donc je vais passer plus vite. Je vais couper le son parce que je vais faire le son. De toute façon, vous n'allez rien entendre. Donc hop. Tac, je vais mettre à 0. Voilà. Donc là, on est au niveau de la hanche. On a pris une étudiante du service qui faisait du mannequinat. Donc on lui a sauté dessus en disant hop, hop, tu pars pas. On a quelques trucs à faire. Et donc on l'a utilisée. Elle nous a prêté ses articulations. Donc voilà, là, je suis en longitudinal. Et puis je vais piquer dans le plan de la sonde. Et puis on peut piquer de façon différente, hors plan, c'est-à-dire perpendiculairement voilà, à la sonde. Et là, c'est intéressant parce que vous pouvez très bien préparer ici stérilement, mais vous allez piquer très très loin de votre sonde, à plus d'1 centimètre. Et vous n'avez pas besoin de protéger votre sonde par une housse stérile, etc. Vous êtes vraiment très à distance. Là, faites attention, parce que vous guettez le spot hyperécogène et vous vous arrêtez dès que vous le voyez. Okay, et vous tournez votre sonde en position axiale. Et là encore, vous avez 2 positions dans le plan de la sonde. Et là, c'est intéressant, parce que vous allez, c'est pareil, piquer vraiment très latéralement, très loin de la sonde, et vous allez arriver à voir votre sonde qui va venir se poser sur la tête fémorale, où vous pouvez piquer, cette fois-ci, hors plan de la sonde, et pouvoir faire les gestes comme vous voulez. Voilà, je vous montrais tout à l'heure, là, l'aiguille, on est très verticale, et donc on a du mal à la voir. Alors on la devine, on la voit passer dans les parties molles, et on va arriver sous la capsule articulaire. Alors ça passe pas très bien, parce qu'il y a de la lumière. Si on peut éteindre la lumière, ça serait top, parce que ça nous améliorera la visibilité. Mais vous visez d'arriver sous la capsule, et puis là, vous allez injecter votre lidocaïne, votre acide hyaluronique ou vos corticoïdes qui vont diffuser donc sous la capsule qui est ici, et ça permet de vérifier que votre infiltration, elle est bien intra-articulaire et non pas péri-articulaire. Donc voilà. Et là, vous faites attention parce que, ouais, donc c'était juste avant, on est en coupe axiale, donc je vais me remettre un tout petit peu avant. Hop. Voilà. Là, on est en coupe axiale. Là, voilà, on est en coupe longitudinale, mais on va piquer en coupe axiale. Et donc, ça va trop vite. Le clip va, et on n'est pas synchro avec le clip. Voilà. Tac. Et là, je vais arrêter. Toc. Si vous vous mettez en coupe longitudinale comme ça au niveau de la cuisse, vous reconnaissez la coupe du col, et que vous piquez très latéralement, eh bien, il va falloir guetter votre spot hyperécogène ici. Et quand vous le voyez arriver, toc, vous arrêtez, parce que sinon, vous allez dépasser l'objectif. Et alors là, si vous vous enfoncez, vous risquez d'aller toucher les vaisseaux fémoraux. Donc, dès que vous voyez arriver votre aiguille, ma foi, vous vous arrêtez. Voilà, pour les infiltrations de la hanche. Donc, c'est assez simple. Et finalement, avec un petit peu d'habitude, c'est pas trop un problème. Autre site que vous pouvez infiltrer en antérieur, c'est le nerf fémoral, enfin le nerf cutané latéral de la cuisse, qui passe ici sous le ligament inguinal. Là, vous avez l'épiniliaque antéro-supérieur, et sous le ligament inguinal, vous avez ce nerf cutané latéral de la cuisse qui est ici, et vous pouvez l'infiltrer en passant de médial en latéral, c'est-à-dire que vous allez piquer, pas au-dessus du pubis, mais un petit peu sur la paroi abdominale, en faisant attention, en vous guidant, et vous allez atterrir juste en dessous de l'épiniliaque antéro-supérieur, ici, où vous allez pouvoir infiltrer ce nerf cutané latéral de la cuisse.
Donc voilà, sur une image fixe, voilà ce que ça donne. On le repère ici, il est là. Alors c'est très zoomé, bien sûr. Et on voit notre aiguille qui va arriver au contact de ce nerf fémoral, latéral de la cuisse, et vous allez pouvoir déposer vos corticoïdes au contact. La région antéromédiale, j'en parlerai pas, parce que c'est la région des adducteurs, c'est de la partie musculaire, c'est de la traumatologie du sport. En général, ce sont des hématomes, mais il n'y a pas beaucoup de gestes à faire. Vous les reconnaissez, long, court, grand, et vous avez ces adducteurs, et vous pouvez infiltrer ici la région pubienne. Donc là encore, il vaut mieux la faire éco-guidée, mais ce n'est pas la plupart du temps. Ce n'est pas très fréquent. La région antérolatérale, c'est beaucoup plus fréquent comme type d'infiltration. Donc on va voir qu'on a l'anthèse en avant du petit fessier, sur le dessus du grand trochanter du moyen fessier. On n'a rien sur la face postérieure, on a une bandelette, un petit peu de moyen fessier, mais on n'a pas de grand fessier, hein, il ne s'insère pas sur le grand trochanter. Et finalement, voilà, cette face latérale, donc là on est en vue de profil. En avant, on a l'insertion du petit fessier. On a le moyen fessier qui est ici, avec un tendon, puis une petite partie qui s'insère plus près de la tête. Et puis, en arrière, on n'a rien sur cette face postérieure. En coupe longitudinale, ben voilà ce qu'on retrouve. Donc là, on a une coupe qui est un peu postérieure, parce qu'on a du grand fessier qui recouvre le moyen fessier. Le petit fessier étant, lui, beaucoup plus antérieur que ça. On le verra mieux tout à l'heure sur une autre coupe. Et donc, finalement, c'est la région qui nous intéresse la plupart du temps chez ces gens qui ont des douleurs latérales de la cuisse, que l'on retrouve bien à l'examen clinique et qui sont assez faciles à infiltrer. Donc voilà, en coupe transversale cette fois-ci, cette extrémité supérieure de fémur avec donc ce grand trochanter, la face antérieure où vient s'insérer le petit fessier, la facette moyenne où vient s'insérer le moyen fessier et la facette postérieure qui est libre avec normalement pas d'insertion tendineuse. Et il y a des bourses, il y en a 3. Il y a des bourses qui sont très superficielles entre le tenseur du fascia lata et le grand fessier, des bourses entre le moyen fessier et le grand trochanter, et puis entre le petit fessier ici et puis la facette antérieure du grand trochanter. Et donc, ça va être intéressant de pouvoir se guider échographiquement. Et c'est là où j'ai un papier, je vous montrerai, où finalement, quand on pique cliniquement et qu'on arrose toute la zone, ça marche aussi. Ça marche aussi bien que sous échographie. Donc voilà, en coupe axiale, vous avez ici les insertions du moyen fessier, et vous voyez ces espaces de glissement qui peuvent être sièges de bursite que vous pouvez être amené à infiltrer. Voilà, un autre exemple de bursite en coupe axiale qu'on voit très bien, et l'aiguille arrive, ça c'est un peu plus profond, on est là, d'accord, on va venir infiltrer cette bursite-là, donc en se mettant en coupe axiale et en piquant dans la région postérieure et en voyant notre aiguille arriver. Voilà l'installation du patient qui est ici, et puis l'aiguille arrive ici, et en fonction de ce que vous avez trouvé échographiquement lors de l'examen, eh bien vous allez infiltrer telle ou telle bourse séreuse. Voilà, d'autres exemples. Il y en a qui sont plus parlantes que d'autres, hein, des bursites, qui sont plus importantes. Mais il y en a 3, donc très superficielles, tenseur du fascia lata, celle qui est sous le moyen fessier et celle qui est sous le petit fessier, plus en avant. Et il faut mettre les corticoïdes au bon endroit. Donc là encore, une petite vidéo. Ça devrait normalement marcher, puisque la première a marché aussi. Et donc voilà, ça c'est l'installation du patient. Donc c'est du blabla pour vous dire comment on le place. Il est dans décubitus latéral. Là, on est en coupe longitudinale. Okay, donc vous pouvez très bien aussi piquer en coupe longitudinale, soit dans le plan, soit hors plan, c'est toujours pareil, ou alors mettre votre sonde en coupe axiale après, et là encore, piquer voilà, dans le plan de la sonde ou hors plan de la sonde, perpendiculairement, et comme ça, vous allez pouvoir vous guider. Et puis, il faut toujours prendre la solution qui est la plus facile pour vous, celle qui vous va prendre le moins d'énergie, le moins de temps, et qui finalement va faire un geste qui va durer pas le moins de temps possible, de façon à ce que très rapidement, le patient parte de la salle et que vous n'ayez pas trop de soucis. Voilà. Donc ça, c'est en coupe longitudinale, où on va arriver, voilà, ici, on voit notre aiguille, on la devine, là encore, parce qu'on est assez vertical, et puis on va se positionner, là, par exemple, entre le tenseur du fascia lata et puis le moyen fessier, et on va injecter notre lidocaïne ou notre sérum FIS, que vous voulez, pour vous donner de la place et pour être sûr d'injecter le corticoïde en bonne place. D'accord ? Donc voilà, et puis on peut faire ça de multiples façons. Je vais passer assez vite parce qu'on a déjà un petit peu de retard, et on y reviendra si vous avez des questions là-dessus. L'intérêt, c'est d'aller vite. Vous le voyez, quand on infiltre de façon avec des repères cliniques versus guidé, eh bien, le guidage vous permet d'avoir une antalgie qui est plus rapide, mais vous voyez que finalement, au bout d'un an, c'est pareil.
hein, qu'on ait infiltré à la main avec des repères cliniques ou qu'on ait infiltré de façon guidée, eh bien finalement on rejoint. Alors on rejoint à partir de 6 mois, vous voyez, mais on va quand même plus vite et finalement c'est ce que demandent les patients, c'est d'aller vite mieux. Donc ça peut fonctionner. Là c'était une étude qui a évalué, guidé radiologiquement. Alors pour moi ça n'a pas beaucoup d'intérêt de faire radiologiquement parce que les bursites sont radiotransparentes, donc on ne sait pas très bien ce qu'on fait. On sait juste qu'on est dans la région du Grand Trochanter, mais on n'en sait pas plus. En tout cas, que ce soit guidé radiologiquement ou que ce soit à l'aveugle guidé cliniquement, vous voyez qu'il n'y a pas de différence entre ces deux approches-là. Et donc le radioguidage ne me paraît pas très intéressant dans cette indication-là. La région postérieure, je n'ai qu'une image à vous montrer, c'est l'infiltration du muscle piriforme, anciennement le pyramidal, qui est un muscle profond, qui est situé sous le grand fessier. Le grand trochanter est là, notre muscle piriforme est ici, en forme de poire, d'où son nom. Et finalement, on le voit très bien, il est sous le grand fessier a été récliné ici, et on est très loin du nerf sciatique, qui est beaucoup plus interne que ça. Et donc en général, de façon éco-guidée, c'est assez safe à infiltrer, on n'a pas trop de soucis. Donc voilà la position du patient, voilà la position de la sonde, et puis on a notre aiguille. Alors l'image est inversée, je m'en excuse, mais on a notre aiguille qui traverse le grand fessier pour venir dans le piriforme, infiltrer pour ces patients qui ont un syndrome du piriforme. Et puis enfin, je terminerai par le hiatus sacro-coccygien. Alors, c'est intéressant, c'est très intéressant le hiatus. Nos maîtres le faisaient avec des repères cliniques depuis très longtemps et ça marchait bien. Mais vous allez voir qu'avec l'échographie, c'est très facile à faire. Vraiment, je pense que c'est une des infiltrations rachidiennes les plus faciles. La courbe d'apprentissage est assez rapide. Et finalement, vous voyez que c'est utilisé dans 30% des cas dans les études, donc c'est relativement intéressant. Et il y a eu une augmentation, quand on regarde les sociétés d'assurance américaines, il y a eu 30% d'augmentation en 10 ans sur ces voies d'abord interlamaires et par le hiatus. Peut-être que l'abandon des infiltrations périradiculaires ou foraminales a fait qu'on a plus utilisé ces voies interlamaires ou par le hiatus. Donc l'avantage, c'est que ça peut même être fait chez un patient opéré. Donc c'est un avantage certain. Vous savez qu'on nous déconseille très fortement, les sociétés savantes de radiologie ou de rhumatologie nous déconseillent très fortement d'infiltrer un rachis opéré en péridurale, mais également en articulaire postérieur, en raison de la néovascularisation qui a été générée par la cicatrice et le risque d'injecter le corticoïde en intravasculaire. Donc la voie du hiatus est intéressante pour ça. La brèche durale est exceptionnelle. Et puis, vous allez voir que c'est assez facile à faire et que finalement, 9 fois sur 10, on est bien et c'est efficace. Alors, le matériel, c'est très simple. Hein. Moi, je fais une petite anesthésie locale parce que c'est quand même plus sympa pour le patient. Donc je fais un petit bouton cutané avec 2 cc de lidocaïne à 1% au niveau du point de ponction. Et puis ensuite, je prépare une seringue avec de l'hydrocortencil, 5 ml. Et puis une aiguille, alors en général une aiguille verte d'intramusculaire, mais j'utilise aussi des aiguilles à ponction lombaire, ce qui permet de piquer un peu plus éloigné de la sonde, sauf que là, vous allez voir, et la marge anale n'est pas forcément très loin, et il faut faire attention pour des raisons septiques évidentes. Et puis j'utilise du sérum physiologique derrière pour pousser les 5 ml d'hydrocortencil injectés pour essayer de les faire remonter le plus haut possible. Alors ça remonte assez bien en L5-S1, ça remonte très moyennement en L4-L5 et ça remonte pratiquement pas en L3-L4. Ce qui fait que pour les cruralgies, par exemple, sur un rachis opéré, c'est pas forcément couronné de succès, loin de là. Donc manuellement, c'était facile. On repérait le hiatus, les cornes sacrées, on repérait le 4e processus épineux sacral, et puis on infiltrait dans cette espèce de triangle entre les cornes sacrées et puis la dernière épineuse, la 4e sacrée. On piquait, on allait au contact osseux, puis là on inclinait l'aiguille et on remontait vers le haut pour cathétériser le hiatus et on injectait les corticoïdes. Donc voilà un petit peu ce qu'on faisait. On piquait ici, dans le hiatus, hop, on inclinait l'aiguille et on remontait pour essayer. Vous voyez que la dure-mère s'arrête assez loin. Il y a des plexus veineux, par contre, qui sont ici. Et donc de temps en temps, si vous allez trop loin, et il n'y a aucun intérêt, j'en reparlerai, à cathétériser le hiatus de façon très longue. Il suffit juste de passer sous le ligament sacro-coccygien qui est ici pour que ce soit efficace. Donc voilà le repère, la 4e épine sacrale.
la quatrième épineuse sacrale, et puis les deux cornes sacrées, et puis là vous avez le triangle dans lequel vous allez opérer. Alors effectivement, on repère avec le doigt, et puis on piquait à l'intérieur, et voilà. En échographie, c'est assez simple, vous allez voir. Le patient est en décubitus ventral, il est bien installé, bien détendu, avec un petit coussin sous le ventre pour relever un petit peu le bassin. On fait d'abord un repérage, on fait une asepsie qui est très rigoureuse, en laissant une compresse dans le pli interfessier, je vais vous montrer, la petite anesthésie, et puis ensuite l'injection, donc c'est assez facile. Voilà en fait ce qu'on fait. Ça, c'est la quatrième épineuse sacrale, ça, c'est les deux cornes sacrées, et puis on va guider l'aiguille, échographiquement parlant, on va traverser le ligament sacro-coccygien, et puis on va s'arrêter là. Ça ne sert à rien de faire remonter l'aiguille le plus haut possible. Il suffit de passer sous le ligament. Ça a été montré dans les études. C'est aussi efficace que de cathétériser et de rentrer l'aiguille jusqu'à la garde. Vous risquez de faire une blessure veineuse, d'avoir un passage veineux des corticoïdes, et ce n'est pas plus efficace. Alors voilà l'image que ça donne en coupe axiale. Ici, on est au niveau des deux cornes sacrées. Je vais vous remontrer ça sur un patient installé. On a les deux cornes sacrées. On est en coupe axiale, d'accord. On a le sacrum qui est ici et le ligament sacro-coccygien qui est là. On tourne notre sonde de 90 degrés, on est en coupe longitudinale, et vous avez ce petit ligament, ça c'est le relief du sacrum, c'est ça, le relief osseux, on est en coupe longitudinale, et vous avez la fin du coccyx avec le petit ligament sacro-coccygien qui est tendu ici. Donc voilà, ça c'est ça, et ça c'est ça, d'accord. Et donc on a un petit passage ici dans lequel on va s'insinuer, et ça va marcher. Alors, voilà ce que ça donne. Il y a des variations anatomiques, j'en reparlerai. Vos deux cornes sacrées, le relief osseux du sacrum, le relief du ligament sacro-coccygien. C'est vraiment une tête de grenouille. Les Français, on aime bien les grenouilles. Donc, on les utilise souvent dans nos plats et dans nos présentations. Donc, c'est vraiment les deux yeux de la grenouille avec la bouche de la grenouille qui est ici. Voilà la coupe anatomique. Donc, c'est vraiment identique à ça. Et donc, c'est assez facile. L'objectif, si vous voulez piquer en coupe axiale, vous pouvez très bien le faire. L'objectif, c'est que le bout de votre aiguille apparaisse ici, entre le ligament sacro-coccygien et puis le relief osseux. Et à ce moment-là, vous pouvez faire votre infiltration. Donc voilà la position du patient. Un petit coussin sous le ventre. Vous faites une asepsie qui est très rigoureuse. Et puis, moi, je mets un champ parce que c'est une infiltration quand même à risque septique. Et puis, on laisse une compresse, un bibide antiseptique dans le pli interfessier pour se protéger de la marge anale, qui, ça dépend des patients, et pas forcément toujours très très loin. Donc 3 temps. Premièrement, en échographie, voilà, ça j'ai fait ça lundi matin. Je me suis dit, je prends vite les photos et je les emmène avec moi à Marrakech. Donc le patient a été opéré. Premier temps, on repère les cornes sacrées, d'accord, par une coupe donc axiale à ce niveau-là. Deux petits repères. Moi j'utilise un feutre, voilà, 2 petits repères. Et puis deuxième temps, on va tourner, on va tourner la sonde de 90 degrés, et là on va se mettre en coupe longitudinale, et là on va repérer notre point de ponction qui est ici, qui est au niveau du ligament sacro-coccygien que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis donc on va marquer cette zone-là avec, décidément, voilà, avec une deuxième petite marque ici. Ça c'est la hauteur de votre point de ponction, ok. C'est là où vous allez faire votre bouton cutané. Donc vous faites votre anesthésie locale ici. Votre sonde, quand vous allez piquer, moi je pique très souvent en longitudinal, ça me permet de bien voir les choses, et puis c'est parti. Voilà un petit peu ce qu'on va avoir. L'aiguille, là, vous avez votre patient en décubitus dorsal, vous êtes en longitudinal, vous avez le relief du coccyx, vous avez le relief du sacrum, vous avez le petit ligament qui est très fin, sacro-coccygien, et vous avez votre aiguille, tac, qui passe à travers, et dès que vous avez passé, ça suffit. Vous vous arrêtez, ce n'est pas la peine de mettre l'aiguille horizontale pour cathétériser ce canal, ça ne sert à rien, il suffit d'infiltrer dessous, et vous allez voir, ça marche très bien. Vous pouvez vérifier en scopie, il n'y a pas de problème, le corticoïde diffuse très, très largement. Il y a des variantes anatomiques, il y a des gens qui ont des cornes sacrées qui sont très très resserrées. Ça veut dire que vous n'avez pas les oreilles de la grenouille, vous avez quasiment un trait continu. Là, on voit le relief du sacrum, et puis vous voyez que ce patient, il avait le ligament sacro-coccygien qui était très près de l'os du relief osseux du sacrum. Voilà, en coupe longitudinale. Là, je m'étais mis un peu plus haut, et là, vous avez la place pour passer. Donc, vous voulez vous mettre ici. Et ça, il y a des gens qui ont, par exemple, un hiatus qui est très bas par rapport à la marge anale. De temps en temps, on ne peut pas faire pour ne pas prendre de risques. Okay, et ça fonctionne bien. Ça, c'est un travail que j'ai pris il y a 2 ans qui montre qu'en fait, sur 150 patients qui ont été infiltrés par voie basse par le hiatus, vous voyez, entre le point de départ et J30, on a beaucoup plus de patients qui ont une EVA douleur inférieure à 3 qu'au départ.
qui ont une EVA, une échelle numérique inférieure à 3, sans AINS, sans opioïdes, où les arrêts de travail sont moins nombreux, la consommation d'AINS et la consommation d'opioïdes diminue avec le temps, donc ça fonctionne. Et donc, avec une petite vidéo, voilà, normalement, donc c'est... voilà. Le patient, donc c'est toujours la même patiente, hein, c'est notre étudiante qui fait du mannequinat. Et on va se mettre en coupe axiale, une corne, deux cornes, et on voit notre petit ligament sacro-coccygien qui est tendu ici, donc pas de problème, on repère bien, et puis on va pouvoir piquer soit en longitudinal, où là on a notre relief proximal du coccyx, le relief osseux distal du sacrum, et le ligament sacro-coccygien, qui est cette petite ligne blanche hyper échogène que vous allez traverser avec l'aiguille, mais vous allez que traverser et vous allez vous arrêter. Et voilà l'injection qui est faite dessous. Alors on voit soit le corticoïde, soit les turbulences liées au sérum physiologique que vous mettez après les corticoïdes pour chasser tout le monde vers le haut. Et ça diffuse très bien. Il n'y a vraiment pas besoin d'aller plus loin. Donc finalement, pour vous éviter d'avoir un passage vasculaire comme ici, eh bien, il faut utiliser des voies safe avec une sécurité qui a été démontrée. Et je vous ai dit comment je faisais. Je ne l'ai pas inventé, c'est la littérature. Hein, je me suis guidé là-dessus. L'installation du patient, l'installation du médecin est important. Il faut, si possible, bien voir son aiguille ou bien la repérer par des petits mouvements dans les parties molles. Il faut être assez précis. Il faut économiser le temps passé. Il faut faciliter la technique et faciliter, augmenter l'efficacité clinique. Je terminerai par un petit cas clinique d'une dame qui est venue dans le service il n'y a pas très longtemps, une dame pas très âgée, 50 ans, visiteuse médicale. Et elle vient avec un tableau hyperalgique de la hanche. Elle ne pouvait plus marcher, elle pleurait tellement elle avait mal. Et ça faisait un mois, ça s'était exacerbé de façon extrêmement bruyante, avec une impotence fonctionnelle complète. Et donc elle arrive, elle n'a pas de prise de sang, elle n'a pas de radio, enfin elle n'a rien, quoi. Et on se précipite parce que c'était les ultrasons qu'on avait en priorité. Et donc voilà sa coupe longitudinale de la tête fémorale, du col et de la diaphyse fémorale, qui montre finalement pas grand-chose. On a notre psoas, on a notre droit fémoral, on a le sartorius qui est ici. Elle n'est pas adipeuse du tout. On a un tissu sous-cutané qui est pas très épais. Et vous voyez que la distance col-capsule est normale. Je ne vous ai pas mis l'autre côté, mais il n'y a pas d'épanchement intra-articulaire. Quand on regarde en coupe latérale, donc au niveau du grand trochanter, on retrouve notre grand trochanter, on a notre tendon du moyen fessier qui vient mourir ici sur le grand trochanter, et de façon assez curieuse, on a une image qui est hyper échogène, qui est un peu en forme d'une olive, dans le tendon du moyen fessier, et il n'y a pas de cône d'ombre, on est d'accord, hein? On voit très bien ce qui se passe dessous, et donc c'est une image assez hyper échogène. Voilà. Alors, on est en CHU, on est en France, on a encore un peu d'argent, et donc elle a tout de suite son IRM, sans attendre la biologie, sans rien. Et donc l'IRM, voilà ce qu'elle montre. Elle montre un hypersignal très important au niveau de toute la région du grand trochanter gauche, avec un hypersignal ici en T2, FATSAT. La saturation n'est pas parfaite, mais vous voyez qu'on a un hypersignal qui est monstrueux tout autour. Et donc les radiologues nous disent des insertions du moyen fessier. Donc voilà pourquoi elle a mal et voilà pourquoi il y a cet hypersignal. Puis entre-temps, on reçoit la biologie. Et la biologie, on retrouve une CRP à 139 mg par litre, alors qu'elle n'avait aucun foyer infectieux. Elle a une VS à 90, elle a 10 000 blancs. La procalcitonine, on s'en fiche complètement. Et finalement, on va la ponctionner sous échographie en se disant c'est peut-être un problème septique, etc., etc. Et donc, on l'installe. Effectivement, elle a une grosse bursite associée au niveau de son moyen fessier, qui est vascularisée en Doppler. Donc, on se dit super, on ne les voit jamais. Pour une fois, on en a une. Et puis, on retrouve notre image. Et là, du coup, c'est intéressant de faire éco-guider. Parce que votre image, c'est la taille d'une olive. Donc, c'est intéressant d'aller la ponctionner. Et puis, finalement, on retrouve un liquide blanchâtre qui est là. Alors on dit c'est puriforme, et puis on laisse l'aiguille, et puis au bout d'un moment, ça sédimente au fond de l'aiguille. Et en fait, c'était une calcification à hydroxyapatite qui s'était probablement compliquée d'une bursite qui était en cours de résorption et qui était responsable du tableau articulaire. Donc on était super contents, on fait la visite, elle va mieux. Et puis il y a un étudiant en médecine qui nous dit monsieur, est-ce que cette dame, elle a eu des radios? Et donc on se regarde, et puis on dit ah ben non, elle a eu une IRM, elle a eu une échographie, elle a eu sa ponction, mais elle n'a pas une radio. Et en fait, on regarde les radios. Et sur les radios, demandées par l'étudiant en médecine, on avait l'explication. Et on a fait une IRM pour pas grand-chose. Voilà.
mais on est dans un pays qui est encore riche. Donc c'était une tendinopathie du moyen fessier avec une calcification en voie de résorption. Voilà. Donc je voudrais simplement terminer en disant qu'on a fait beaucoup de progrès. Alors je prends l'analogie avec ces hommes préhistoriques, mais quand on fait de l'échographie interventionnelle, maintenant, on sait où on va. Et je terminerai par cette photo que j'ai prise lundi, avant de venir ici. Alors, ce n'est pas la chaîne de l'Atlas, c'est la chaîne de Beldon, qui est juste en face de chez moi. Vous voyez qu'il y a encore un peu de neige, on peut encore aller faire du ski. Je vous remercie pour votre attention et je suis disponible pour répondre à vos questions. Merci Philippe. On est habitué à la grande qualité de tes présentations, qu'on aime beaucoup. Et je vais peut-être laisser la parole au docteur Mogui pour diriger la deuxième partie de cette session. Merci beaucoup pour le professeur Philippe Gaudin pour sa présentation très claire et très pratique. Et la parole est ouverte à la salle pour quelques minutes de discussion. Oui, professeur Lali. Merci Philippe, c'est vraiment très agréable de t'écouter. Alors, est-ce que pour augmenter la progression, pour que ça aille plus loin, est-ce qu'on ne peut pas utiliser les coussins comme pour le scanner, ces coussins en triangulaire ouais. Et faire pencher la tête du patient, on le faisait même pour la névralgie cervico-brachiale. Absolument, tu as raison. Tu parles du hiatus, hein, et oui. Moi je mets les gens en Trendelenburg après pour que le corticoïde aille dans le bon sens et non pas dans l'autre sens. Donc pendant 2-3 heures, ils sont en Trendelenburg dans leur chambre en remontant. Dès qu'on les remet dans leur lit, hop, on met la tête en bas de façon à essayer d'optimiser la diffusion du corticoïde. Tu laisses 3 heures? Ouais. Nous, c'était 20 minutes. Non, moi, je les laisse 3 heures de façon à ce que, voilà, tu vois. D'accord. Je vais peut-être profiter du micro pour poser la question. C'est moi, Philippe. Et donc, tu ne les fais pas en ambulatoire? Si. En ambulatoire? Oui. D'accord. Ouais. Très bien. Et j'ai une question, une réflexion. Les 300 consultations par semaine, c'était en hospitalier? Non. Tu as vu la répartition, donc c'est tout poulé. Ils ont poulé les réponses des hospitaliers, des libéraux, des gens qui ont une activité mixte. Donc ils voient 300 patients qui relèvent d'une rhumatologie interventionnelle et ils font une centaine de gestes par semaine. Voilà, ce qui est assez conséquent. Et le livre doit être publié en 2022, là, le livre blanc. D'accord. Professeur El-Bahiri. Merci Philippe pour ta belle présentation. Depuis le temps que tu formes du monde à faire des gestes. Ouais, c'est bon, ça marche, Rachid. Depuis le temps que tu formes du monde à faire des gestes, est-ce que tu assistes à moins d'appréhension vis-à-vis de certains gestes? Par exemple, la coxofémorale, il y a plein de libéraux qui ne veulent pas y aller quand même, malgré, c'est-à-dire ils vont faire le genou, ils vont faire les bursites de l'épaule, peut-être aussi l'arrière-pied, etc. Et la coxofémorale, ils te l'envoient quand même. Est-ce que tu assistes à cette levée un peu ou pas encore? Alors, écoute, ça fait 12 ans qu'on fait le DU et il y a toujours les mêmes rhumatologues qui m'envoient leurs hanches à infiltrer ou à ponctionner. Donc, j'ai arrêté de me battre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, tu vois, en te mettant loin de ta sonde, en fait, tu t'affranchis de beaucoup de difficultés. Tu désinfectes la partie latérale. Même à la limite, tu ne désinfectes pas la face antérieure où tu mets ta sonde et tu désinfectes que la partie latérale où tu vas piquer. Donc, ils ont peur des vaisseaux, mais les vaisseaux, ça craint rien. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de raison, tu vois, de ne pas le faire. Mais bon, voilà. Professeur Mara. Merci Philippe, c'est toujours un plaisir de t'écouter. Je voulais revenir sur le dernier cas clinique que tu as montré sur la calcification. Alors, quand est-ce que tu décides de mettre une aiguille dedans? Parce que sur quels critères tu te bases? Parce que parfois ça peut
elle-même, le fait de la toucher peut déclencher une crise hyperalgique. Ouais. Alors, en fait, je les infiltre tout le temps. Je les ponctionne tout le temps. Dès que j'en ai une et que c'est hyperalgique, je l'infiltre, je la ponctionne et en me retirant dans la bourse, je mets des corticoïdes. Je le fais en me retirant parce que si tu les mets au départ, tu vois plus rien. Mais donc, tu ponctionnes, tu infiltres au niveau de la bursite et tu remets des corticoïdes derrière. Et moi, en 48 heures, les gens, ils sortent. Hein. Ils ont plus mal. Ouais. Bonjour. C'est par rapport au syndrome du piriforme. Oui. Vous faites comment pour l'infiltration? Vous infiltrez à quel niveau? Eh ben, je mets les gens en décubitus ventral. Je fais une coupe, alors on va dire axiale de la fesse, entre guillemets, en prenant comme repère le grand trochanter, d'accord, que je laisse, on va dire, j'infiltre comme ça, donc je le laisse sur ma droite. Et donc, sur ma gauche, entre guillemets, j'ai d'abord mon grand fessier, puis j'ai mon piriforme qui est dessous, et je pique du grand trochanter en direction du sciatique, mais je m'arrête bien sûr dans le piriforme, et je ne vais pas plus loin. Le sciatique, il est beaucoup plus médial, donc, il est beaucoup plus interne. C'est intramusculaire, votre infiltration? Ouais, je le fais là. Dans le muscle? Ouais, dans le muscle, ouais. Ouais. Mes collègues qui font de la toxine font également comme ça, ouais. Docteur Manas. Merci beaucoup, Monsieur Godin, pour votre présentation, brillante comme d'habitude. Alors, on dit souvent qu'en interventionnel qu'une bonne indication égale un bon résultat, et une mauvaise indication égale un mauvais résultat. Ouais. Quelle est la meilleure indication pour une infiltration du hiatus sacro-oxygien? Quelles sont les bonnes indications, justement? Les bonnes indications, ce sont les radiculalgies d'abord. Le plus souvent, L5, S1. Les sciatiques, en fait, S1. Globalement, ça marche très bien, puisque après, les moyennes indications, c'est les sciatiques L5, et les mauvaises indications, c'est les cruralgies L4, parce qu'on sait qu'on n'est pas très performant. Donc pour ça, ça marche relativement bien, à condition que la symptomatologie soit assez basse, S1. Voilà. Les coccygodini? Non, moi je trouve que ça marche pas très bien dans les coccygodini, puis c'est un terrain que je trouve vaseux. Merci. Professeur Neymen. Une question, Philippe. De manière générale, est-ce qu'il vaut mieux, il y a toujours une valeur ajoutée à mettre de la xylocaïne avant d'infiltrer? Est-ce qu'il y a des articulations pour lesquelles on n'a pas besoin vraiment de faire l'infiltration? Ou par exemple le genou et une bursite de l'épaule? Alors, on va aborder un problème culturel, c'est le vécu de la douleur. Et j'ai trouvé, pour avoir fait les deux, qu'au Maroc, les gens avaient pas mal, ou ressentaient différemment la douleur. Mais je sais qu'en France, nous, je vais vous infiltrer votre genou. Ah, vous pouvez le faire sous Méopa, sous Calinox, machin, etc. Il y en a pour 10 secondes, donc non, on ne le fait pas. Mais on a le devoir de ne pas faire mal aux gens. Voilà. Et puis, on a le devoir, également, c'est une croyance, le fait que plus ça fait mal l'infiltration, meilleur sera le résultat. Alors ça, moi, je ne suis pas du tout un adepte de ça. Et je crois qu'on a intérêt à ne pas faire mal aux gens, ou le moins mal possible. Et donc, quand on sait qu'on va chercher, qu'on va un peu tâtonner, tu vois que ce n'est pas très facile, il faut faire une anesthésie locale. Le problème, c'est que très souvent, quand tu aspires ta lidocaïne de ton flacon, tu as des microbules qui se mettent dans ta lidocaïne. Et quand tu injectes, ça fait un espèce de nuage blanc, et là, tu ne vois plus rien. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, moi, j'utilise la lidocaïne quand je l'utilise assez largement, mais de temps en temps, je n'en utilise pas du tout. Hein. Voilà. Le hiatus, c'est assez désagréable. Les gens, je leur fais un petit bouton cutané, tu vois, à l'endroit où je vais piquer, avec 2 cc, et ça se passe bien. Voilà. Mais par contre, j'en mets pas en péridurale de la lidocaïne. Voilà. Donc, professeur Hassouni, puis professeur Bahiri. Merci beaucoup, Philippe. Très belle présentation. Je voulais te poser 2 questions. La première, c'est relativement au cas clinique. Est-ce que finalement, si on n'avait pas fait la radio avant et mis quelques jours, 48 heures, tu as dit sous anti-inflammatoire, est-ce qu'on n'aurait pas eu un résultat comparable? Moi, dans ma pratique personnelle, j'ai tendance plutôt à faire ça avant d'infiltrer. C'est ma première question. Ma deuxième question, c'est relativement au syndrome du piriforme. C'est un syndrome qui est relativement rare. J'en ai eu aussi quelques cas. Alors, la question, c'est d'abord la difficulté du diagnostic. Le deuxième point, c'est qu'il y a souvent de bons résultats avec la rééducation, quand on la commence très, très tôt. Et le troisième point est la question que je voulais te poser. Quels sont tes résultats avec l'infiltration? Est-ce que tu infiltres tout de suite? Et quels sont tes résultats avec l'infiltration? Non, j'infiltre pas tout. Je vais répondre à l'envers, par la 3 d'abord. J'infiltre pas tout le temps. J'infiltre en cas d'échec du traitement médical et de la kinésithérapie. Donc attention, c'est pas parce que je fais un topo sur l'écho que je fais que ça et que j'ai oublié tout le reste. D'accord? Non, mais
il y a des indications de rééducation qui fonctionnent très bien. Et les infiltrations sont là, si tu veux, pour nous aider dans les cas difficiles. Voilà. Donc c'est toujours d'actualité et ça fonctionne toujours très bien. Ta deuxième question sur... Ah oui, alors là par contre, moi j'hésite pas une seconde. Elle vient, je te promets, elle pleurait. C'était une visiteuse médicale et elle n'a pas de voiture automatique, elle n'arrêtait pas de débrayer, etc. Elle était en ville et je peux te dire que quelques heures après l'infiltration, elle allait déjà mieux. J'ai mis pas mal de lidocaïne en même temps et en 48 heures, elle n'avait plus rien. Bien sûr, on aurait pu la mettre sous AINS. Moi, j'ai quand même l'impression que ça va plus vite. Voilà. Puis tu sais, nous, on est bombardés avec notre durée médicale de séjour. Donc moins on garde les gens longtemps et plus on a des bonnes notes. Donc en fait, voilà. Et ta première question, c'était... Je ne crois pas que ce soit la crainte de la justice, parce qu'ils savent que quand ils ne font pas de faute d'asepsie, non, c'est plus la technicité qui leur fait peur. En disant, oh la hanche, il y a les vaisseaux, c'est profond, ça fait mal, tu vois, ils ne se lancent pas. Alors qu'en fait, le hiatus, mais c'est pareil, le hiatus, pour quelqu'un qui fait de l'écho, allez, en une demi-journée, il est à l'aise. Tu vois, il en fait 10, et le 11e, il est à l'aise. Donc je pense que c'est des craintes qu'il faut lever, parce qu'il faut que les gens fassent. Et puis, tu vois, je dirais encore plus... Il faut faire encore plus de gestes parce que les radiologues sont en situation de difficulté. L'intelligence artificielle, dont nous parlera Ardoine dans pas longtemps, est en train de les menacer en termes d'interprétation des images et ils se replient sur la rhumatologie interventionnelle. Donc nous, il faut qu'on soit actifs, il faut qu'on soit proactifs, il faut qu'on défende ça et il faut que ça reste dans le giron de la rhumatologie. Enfin, c'est ma position. Philippe. Pardon. Alors, est-ce que malgré le nombre d'années d'expérience, il y a un message à donner aux plus jeunes qui démarrent, c'est ne pas tomber dans la facilité devant certains patients. Ouais. Parfois, certains patients, si on trouve que c'est trop facile et rapide, c'est là où on a le plus de probabilité de ne pas choisir la bonne aiguille. Ouais, puis alors moi, je me bats contre les internes qui n'ont pas examiné les gens. Tu vois, ils viennent, ils ont leur écho. Ouais, mais c'est quoi la clinique? C'est hyper important. Donc le message, je sais dire, l'échographie, c'est un outil qui doit nous aider. Ça ne doit pas nous compliquer la vie, donc ça veut dire que des choses simples, il faut les faire comme on les faisait avant, mais il faut que ça reste quelque chose de complémentaire à notre activité, et ça ne remplace pas tout, donc c'est hyper important. Ils ne savent plus examiner les gens. Le doyen nous a demandé de faire des cours au 4e, 5e, 6e année de sémiologie, d'examen clinique, tellement ils ne savent plus faire. Voilà. Oui, pardon. Quelle est votre expérience en ce qui concerne les ressauts de hanche? Ok, ressaut antérieur ou ressaut latéral? Ressaut antérieur, c'est le tendon, donc c'est le corps du psoas qui vient se glisser sous le tendon. Alors, j'en infiltre pas beaucoup, ça je reconnais. J'ai dû le faire 3 ou 4 fois. J'ai l'impression que ça fonctionne en infiltrant, donc en se mettant en axial, sous le tendon, au niveau du tendon du psoas. Donc ça soulage les gens. Maintenant, je les ai pas revus après. J'ai pas beaucoup d'expérience dans ces ressauts de hanche antérieurs. Il serait mieux d'utiliser une autre imagerie, par exemple le scanner. Ah non. En termes de diagnostic, l'échographie, ça marche très bien. Clac, on voit passer le corps musculaire sous le tendon. Oui, pour le geste. Ouais, pour le geste, non, le geste, il est facile. Moi, je dis pas que... Je dis que j'en ai pas fait beaucoup. Voilà, donc je peux pas en parler parce que... Peut-être. Docteur Maroufi. Alors, on sait que tu es un adepte et un défenseur de l'éco-guidage. Alors de l'écho, des gestes éco-assistés. Oui. Alors justement, nous, on est dans certains cas plus à l'aise avec l'éco-repérage. Ouais. Et je pense que justement, dans le cas précis de la hanche et du hiatus, ça doit être très, très performant. Est-ce qu'il y a des études comparant justement les deux méthodes, le résultat des deux méthodes? Alors écoute, je vais botter en touche. Parce que Thierry Chaverbeck, pour sa réunion à Arcachon au mois de septembre, m'a demandé de faire ça. M'a demandé échographie, gestes éco-assistés, avantages, inconvénients. Donc je te réponds l'année prochaine si tu me réinvites. Il faut bien garder une poire pour sa soif. Hein.